arrêtés. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse, via Stella évidemment. Le nouvel opus cinématographique de Cornel Mondruczó met en scène un réfugié syrien blessé à la frontière serbo-hongroise. Jupiter's Moon relate l'histoire de Ariane, un migrant syrien blessé par balle alors qu'il tente de franchir la frontière entre la Hongrie et la Serbie. C'est alors qu'il se découvre le pouvoir de l'éviter. Un film incroyablement humain où quand la géopolitique s'empare du cinéma de science-fiction, c'est forcément du bon, voire même du très bon. Les titres. Le féminisme est-il toujours un combat d'actualité? C'est notre séquence point de vue avec Marie-Jo Hariguelandine et Caroline Ettori, suivi du décryptage par le prisme de la culture avec nos esprits critiques Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Accueillons nos deux journalistes, Marie-Jo Hariguelandine et Caroline Ettori. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir, Alors, Philippe. pour débuter notre conversation, je vous propose de découvrir une déclaration qui va certainement vous faire réagir. Janusz Korwin-Mikke, eurodéputé polonais, a dit ceci le 1er mars lors d'une séance au Parlement européen. Of course, women must earn less than men. Which was a place in the Polish theoretical physics Olympiad, the first place of women, of girls. I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Plus petite et moins intelligente. Qui veut réagir? Ouais, écoutez, voilà, c'est plutôt affligeant, hein. Alors on connaît ce député polonais parce qu'il est coutumier des polémiques. Il avait déjà fait un salut nazi aussi au Parlement européen. Ça le fait rire, visiblement, parce qu'il dit tout ça avec un sourire un peu débile. Et il fait réagir donc la députée espagnole qui quand même met un petit temps aussi à vraiment bien comprendre si les propos sont des propos tout à fait clairs, assumés, et si elle entend bien ce qu'il est en train de dire. Donc ouais, bah, c'est affligeant. Pour voir la réaction de la députée espagnole, il faut aller sur le site de Brut. Vous avez l'intégralité des interventions. Oui, elle fait une belle sur cette réponse. question. Oui. Oui, c'est navrant. En plus, le Parlement européen l'a sanctionné, l'a privé de ses indemnités pour 1 mois. Il est interdit de représenter l'institution pour 1 an. Alors, ça pourrait effectivement prêter à sourire, mais le problème, c'est que ce discours-là, on l'entend dans nos sociétés et dans la littérature. Il y a une parole comme ça, en France notamment, avec les livres d'Éric Zemmour ou de la jeune Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox, il me semble, voilà, qui prône un anti-féminisme primaire où la virilité, la masculinité est hissée au rang de valeur suprême. Voilà. Alors, quelques chiffres qui sont intéressants pour décrypter aujourd'hui notre question. Le féminisme est-il toujours un combat d'actualité? Le revenu salarial des femmes est inférieur de 24% à celui des hommes et plus de 44% des mères de familles nombreuses travaillent à temps partiel contre 5% des pères. Ces chiffres sont issus d'une enquête du service décodeur du journal Le Monde. Et ça n'avance pas, c'est fou, parce que c'est quand même un problème qu'on évoque quand même régulièrement. Alors il y a la journée aussi du droit des femmes, 1 fois par an, où on se redit où on en est. Ah ben, on est toujours au même point en fait. Et bizarrement, c'est effectivement inscrit dans la loi et on n'arrive pas à faire bouger les choses. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Et même en dehors du féminisme, en dehors de ce combat-là, enfin, il y a quelque chose qui est hors la loi, donc on a du mal à s'expliquer ça. Quant au temps partiel, ben évidemment, ce sont encore majoritairement les femmes qui sacrifient leur carrière pour élever leurs enfants. Donc voilà, temps partiel, voire plus de travail du tout. L'égalité salariale homme-femme est inscrite dans la loi et évidemment, les chiffres à l'appui, ce n'est pas respecté. Oui, de la même manière, donc la loi c'est une chose, la réalité du quotidien en est une autre. C'est la même chose pour la parité en politique, où les grands partis... Alors, on pourrait faire un débat sur la parité qui est complètement artificielle. C'est ça que je vais vous demander. Est-ce que c'est bien non, mais voilà. Mais bon, c'est... voilà. Donc, les grands partis et les grandes formations politiques préfèrent payer des amendes et des millions d'euros
par an, plutôt que de respecter la règle du jeu et présenter autant de candidats que de candidates. Voilà. Et pour ce qui est de la parité et ses quotas, c'est absolument affligeant, parce que quand quelqu'un veut s'engager, qu'il soit homme, qu'il soit femme, eh bien, il faut y aller, il ne faut pas attendre qu'on leur donne l'autorisation. Si on veut vraiment la parité, qui est surtout sur des scrutins de liste et non pas sur des candidatures individuelles, il faudrait aussi qu'on le retrouve dans les états-majors des partis, notamment, ça ferait peut-être un peu plus avancer les choses. Voilà. Et la parité qui a été instaurée par le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90, c'était l'idée de miroir. Hein. Il fallait un miroir qui reflétait la société. Oui, bon, clairement, Marie-Jo, la parité, c'est aujourd'hui une réussite. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que oui, parce que bon, c'est vrai que c'est un côté artificiel, on est d'accord, mais parfois il faut un petit peu d'artifice pour faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcer. Et il y a eu un moment, voilà, où il fallait forcer trouver une femme désespérément pour la mettre là parce qu'il en manquait une. Ça, c'était un peu embêtant. Mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir obligé les hommes à laisser leur place aux femmes. Et ça, je crois que sans la loi, c'était pas évident. Alors je vais un peu relativiser parce que. Les hommes qui laissent la place aux femmes, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a qu'à voir, si vous voulez, on se fait le trombinoscope de l'Assemblée de Corse ou de tous les conseils municipaux des mairies, et les femmes qu'on retrouve, ce sont les femmes d'eux, les filles d'eux, ou les copines d'eux, ou les cousines d'eux, des hommes qu'on n'a pas pu mettre sur la liste, donc du coup, on brandit la femme à côté. Voilà. Et ensuite, alors effectivement, oui, c'est un mal nécessaire, la parité, mais combien de femmes ont eu ensuite une vraie carrière, ou ont encore aujourd'hui une vraie carrière, ont vraiment percé en politique grâce à la parité? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Celles qui sont présentes, sont engagées et s'activent, elles étaient là avant la parité, c'est bien dommage. Oui, voilà. Je ne sais pas si elles auraient vraiment accédé à des postes de responsabilité avec autant de facilité. Enfin, de toute façon, c'est vraiment, on n'en est qu'au début, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup de femmes alibi. On n'en est qu'au début, je répète, hein, le gouvernement de Lionel Jospin, c'est 97-2002, hein, le gouvernement de Lionel Jospin. Oui, mais vous avez vu un petit peu les siècles qu'on a de machisme en politique. C'est vrai, mais tout va très vite aujourd'hui. Hein. Tout est censé aller beaucoup plus vite. Un point intéressant concernant la parité, après on va évoquer, on va aller au-delà, c'est ce que vous disiez, Caro, c'est aussi l'idée que les partis politiques préfèrent, certains partis politiques, c'est le cas pour la dernière mandature des Républicains, hein, préféraient payer une amende plutôt que d'investir des femmes. Hein. Oui, complètement. Et puis, ça a changé depuis, la parité est beaucoup plus forte. Hein. Oui, plus forte, mais pas totale. C'est vrai. Voilà. Donc, je crois que c'est Alain Juppé qui avait estimé le coût à 5 millions d'euros. Vous imaginez, 5 millions d'euros, tout ça pour ne pas respecter la règle du jeu, ou alors bombarder des femmes dans des circonscriptions ingagnables. Voilà. Donc, bon, quelques mots sur le gouvernement. On a dit paritaire. Complètement paritaire. Paritaire, là aussi, complètement artificielle, cette parité-là. Alors moi, je veux bien, mais... alors effectivement, oui, il y a 11 hommes, 11 femmes. Les chiffres. Voilà. Alors, en fait, on quantifie un groupe, une société, mais on ne la qualifie pas. C'est le degré zéro pour moi du féminisme, pour le coup. Parce que la seule qui est... Il y a une femme qui a un ministère régalien, même plus le droit de la défense et le droit des armées, parce qu'on lui a retiré la défense, on lui laisse gérer les hommes et le matériel, c'est Sylvie Goulard, voilà, qui est donc la seule ministre de la Défense, après Michel Alliot-Marie. Et alors, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle va rejoindre 6 autres femmes au niveau européen. Voilà, c'est l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Norvège et la Bosnie, il me semble, qui ont des femmes à ce Marocain. Et peut-être que ça donnera une Europe de la défense qu'on sait chère à Sylvie Goulard, d'ailleurs la seule femme à avoir failli être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Justement, si on reste sur le gouvernement, Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État, alors l'intitulé du secrétaire d'État, chargé d'égalité entre les femmes et les hommes, gouvernement d'Édouard Philippe, Marlène Schiappa qui a des attaches corses, secrétariat d'État, l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous avez vu, on a inversé d'ailleurs. Hein.
les femmes et les hommes. Bon, déjà, on avait promis un ministère et c'est plus qu'un secrétariat d'État, donc ça a fait grincer quelques dents, c'est évident. Voilà, alors pourquoi ça a changé? Pourquoi ça n'est qu'un secrétariat d'État? On ne sait pas. Est-ce que du coup c'est une femme qui, pour eux, ne pouvait pas être un ministre? Enfin, on ne sait pas très bien comment les choses ont pu fonctionner. En tout cas, elle, c'est vrai que c'est un exemple assez intéressant puisque justement c'est une femme, mère de famille, qui a tenu un blog. Qui a tenu un blog pendant assez longtemps pour montrer que sa vie je crois qu'elle est dans la communication, hein, sa vie c'était absolument impossible de concilier les deux. Et c'est vrai que ce blog le montrait. C'est vraiment par la preuve, c'est par l'expérience qu'elle a pu montrer que c'était absolument impossible et que dans son milieu, en plus, qui est un milieu assez particulier où il faut être assez réactif, on ne pouvait absolument pas mener ces deux combats d'un même front. Alors un chiffre qui regroupe une réalité très très intéressante. Une étude des quotidiens français sur une semaine, une étude en 2015, il n'y en a pas des plus récentes, montrait que seulement 14,5% de femmes figurent à la une des journaux et que dans les articles, seuls 21,5% des interlocuteurs cités sont des femmes. Cela reflète tout de même une certaine réalité. Oui. Alors, comme sur les plateaux télé, Philippe, vous avez vu là, on y reviendra, si vous voulez bien. Alors, Marie-Jo le disait tout à l'heure, la plus grande escroquerie, c'est quand même le 8 mars. Voilà, la journée de la femme, journée des femmes, journée internationale du droit des femmes, on ne sait plus vraiment trop. Voilà. C'est juste le prétexte pour inviter des expertes qu'on ne voit jamais les 364 autres jours de l'année et on découvre que les femmes, eh bien, elles peuvent être expertes en matière de défense, sur la question syrienne, sur la question du conflit israélo-palestinien, etc., etc. Donc c'est quand même l'alibi ultime, quoi. Oui, ça participe toujours, selon vous, de cette idée d'alibi, de quota. C'est un mot terrible, mais ça participe de cela. Est-ce que cela veut dire que, en fait, nous sommes passés d'un combat féministe, en tout cas c'est l'idée qu'il en ressort, à un combat féminin? Est-ce qu'on peut jouer sur ces deux expressions-là? Oui, pour moi c'est ça le drame, en fait, du féminisme, parce que on regarde ce plateau, par exemple, quand vous avez composé le plateau, vous vous êtes dit deux femmes pour parler de féminisme, banco, j'ai tout juste. Voilà. Moi, je trouve même trois. Marie-Ange va venir tout à l'heure. C'est ça. Eh ben, pour moi, je trouve que c'est un peu paternaliste, l'homme qui demande aux femmes, alors comment ça se passe chez vous, ma bonne dame? Voilà. On aurait fait un homme, une femme. Trop politiquement correct, c'est ennuyeux. Et deux hommes, alors, complètement incongrus. Mais il est là, le drame. Il est là, c'est qu'on a féminisé avec tout ce que ça véhicule comme préjugé. Alors l'homme, il est forcément salaud dominateur et la femme, elle est soit victime, soit harpie hystérique. Alors qu'il faudrait faire de ce combat un combat universel et unisexe. Et c'est tout l'objet de la campagne des Nations Unies lancée en 2014. He for she, donc il pour elle, où on invite les hommes, on encourage les hommes, comme je suis en train de le faire maintenant, Philippe, à faire leur coming out féministe. Mais vous savez quoi, c'est pour cela aussi que je vous ai fait venir, parce que on est au-delà des quotas. Moi, je parie sur l'intelligence, sur l'audace, sur l'exigence, et c'est ce dont vous faites preuve pratiquement tous les soirs. Donc c'est pour ça que je suis. Alors, juste pour terminer nos échanges, je voudrais revenir sur Benoît Groult, disparu il y a tout juste un an, le 20 juin 2016, auteur d'Ainsi soit-elle, le féminin pluriel et le féminisme au masculin. Vous voyez, on est en plein dans notre débat. Elle écrivait ceci: « Rien ne changera profondément aussi longtemps que ce sont les femmes elles-mêmes qui fourniront aux hommes leurs troupes d'appoint, aussi longtemps qu'elles seront leurs propres ennemis. » C'est sa dernière partie, parce que tout avant, c'est ce que vous disiez, Caroline. Mais la dernière partie m'intéresse, aussi longtemps qu'elles seront leurs propres ennemis. Ça, c'est effectivement un grand paradoxe, ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que les femmes sont très souvent, dans toutes les sociétés traditionnelles ou modernes, souvent les gardiennes des traditions, justement, et même quand elles leur coûtent et quand ça les pénalise. Donc, faire changer les mentalités des femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et en Corse, par exemple, le moment où les femmes ont pu enlever leur foulard, puisqu'elles avaient aussi un foulard sur les cheveux, les femmes corses, ça a été extrêmement difficile, mais ce sont les femmes qui s'opposaient aux plus jeunes, qui revenaient du continent avec les cheveux détachés, et qui vraiment montraient ça comme quelque chose de tout à fait honteux. Les hommes, finalement, ont presque plus facilement accepté ce genre de choses. Donc les femmes ont cette tendance à garder des traditions, même quand elles sont... Ce sont les gardiennes même des choses les plus néfastes. Et c'est vrai que parfois, les femmes sont extrêmement terribles avec les féministes. Elles pensent que ce sont juste des femmes aigries, trop moches pour plaire aux hommes, etc. Voilà, il y a des choses qui sont assez violentes et que les femmes se permettent de dire que peut-être les hommes, enfin à part notre ami bien sûr, le député polonais, ne se permettraient peut-être pas forcément de dire. C'est difficile de lutter contre les femmes. Une exposition, Marie-Jo, sur Daniel Cazanou, figure corse de la résistante,
communiste et militante féministe également, qui est actuellement consacrée, et ça se passe à la collectivité territoriale de Corse. C'est important de le signaler. C'est dans les locaux de la collectivité territoriale. Et c'est vrai que Daniel Casanova, on se souvient bien de la résistante, on le sait très très bien. Mais là, cette exposition qui a donc été organisée par sa nièce, en fait, Isalina Malric Chouri, voilà, que je ne me trompe pas dans son nom, c'est une exposition qui parle de toutes les étapes de sa vie. Et c'est vrai que quand elle est arrivée à Paris, elle s'est très vite engagée dans les jeunesses communistes, mais elle a vu aussi que la condition des femmes était vraiment lamentable. Et très vite, elle a eu un combat féministe. Très vite aussi, elle a été justement dans les hautes sphères du parti. Elle a vu qu'elle était la seule femme aussi dirigeante de ce parti. Donc elle a été en 1936 chargée de créer l'Union des jeunes filles de France, qui est un mouvement qui a l'air d'être un mouvement c'est pas couture et cuisine, pas du tout. Au contraire, c'est pour émanciper les jeunes femmes, qui étaient des jeunes femmes pacifistes. Et donc elle a été très investie dans ce mouvement féministe. Elle est restée toute sa vie extrêmement investie jusqu'à son décès donc à Auschwitz en 1943. Ça se passe à la collectivité territoriale jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est extrêmement touchant, hein. Franchement, si on lit absolument tous les panneaux, tous les textes, prévoyez vos Kleenex, enfin vos mouchoirs en papier. Pardon. 40 secondes pour donner vos derniers arguments et répondre à cette question, la question du soir. Le féminisme est-il toujours un combat d'actualité? Marie-Jo. Eh bien oui, malheureusement, c'est un combat d'actualité. Alors après, on le prend comme on veut. Mais c'est vrai qu'il y a eu des porte-paroles aussi tout à fait masculins du féminisme. Je pense à Poulain de la Barre, 1673, qui écrit déjà, qui est donc un prêtre qui s'est converti ensuite au protestantisme, qui écrit déjà sur l'égalité des hommes et des femmes en 1673 et qui dit aussi d'ailleurs que c'est difficile de faire passer ça dans les mentalités, que l'on soit cultivé ou que l'on ne soit pas, et même les femmes elles-mêmes sont réfractaires à ce genre de discours. Donc voilà, malheureusement, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, eh bien, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Donc c'est un combat tout à fait d'actualité. Caro? Oui, alors oui, définitivement. Mais pour moi, le vrai défi est qu'il faut que le féminisme se réinvente, en fait, parce qu'il en va de sa survie et la survie de ses combat, voilà, qu'il s'ouvre d'abord aux hommes, l'homme qui n'est pas l'ennemi, et aussi qu'il arrête de culpabiliser les femmes qui n'ont pas forcément envie de porter ce combat-là, ou qu'elles portent d'autres combats avec le féminisme, ce qui n'enlève rien à son urgence ou à sa valeur. Voilà, donc il faut ouvrir pour avancer mieux ensemble. Voilà. Merci beaucoup toutes les deux d'avoir débattu d'avoir débattu sur cette question. Le féminisme est-il toujours un combat d'actualité? Alors le courant justement de pensée dit féministe a investi le monde des idées, de la littérature et même de la bande dessinée, du documentaire également. Focus dans le débrief culture de Pendant le 20h avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marcel. Marie-Ange, c'est avec vous que nous allons commencer. À quoi rêvent les filles? À quoi rêvent les jeunes filles? Les jeunes filles. Oui, un documentaire d'Ovidi qui est dispo sur YouTube en intégralité. Alors Ovidi, c'est une ancienne actrice de films porno qui est devenue réalisatrice de films porno et réalisatrice de documentaires. Elle est elle-même critique sur l'industrie du porno. Elle dit que ça annihile complètement le désir. Dans ce documentaire, elle interroge le rapport à la sexualité des jeunes filles, c'est-à-dire nées entre les années 90 et 2000, ce qu'on appelle la génération Y ou les millennials, et l'évolution des pratiques sexuelles et sociales, et en particulier Internet et le porno. Alors, elle ne cesse tout au long du documentaire de relever les contradictions. Par exemple, dans une société hyper sexualisée où dans la pub on voit des filles un peu dénudées à longueur de journée, et la contradiction d'interrogations très archaïques, voire une méconnaissance du corps et de la sexualité, des cibles même de ces publicités. Autre contradiction, une société sexuellement libérée, c'est-à-dire on parle de sexe assez souvent. Maintenant, on peut faire l'amour en dehors du mariage, on peut avoir plusieurs partenaires dans une vie, c'est quelque chose de normal. Et quand même le spectre de, pardonnez-moi le mot, de la salope qui traîne sur toutes les filles, et cette espèce d'équilibre, le bon dosage qui est difficile à trouver et qui ronge un peu de l'intérieur les femmes. Alors dans les années 80-90, je sors les années 70 parce que c'était vraiment la libération sexuelle, on a basculé de
l'épouse parfaite, femme au foyer, et tout ça. Donc dans les années 80-90, c'est passé à on veut être un objet désirable où rien ne dépasse. Et c'est le cas de le dire. On va voir un petit extrait. On va voir que l'épilation est un sujet et même un combat féministe. C'est devenu une norme surtout avec notre génération à nous. On le voit aussi dans le bouquin de Stéphane Rose, Défense du poil, qui explique que dans son panel d'hommes de moins de 25 ans qu'il a interrogés, beaucoup, si ce n'est la plupart, n'ont jamais vu de poils sur le sexe de leur partenaire féminine, ce qui est quand même assez incroyable et ça montre que c'est vraiment une histoire de génération. Spéciale dédicace à tous les minous. Yeah, baby. Cette injonction à être un verbe constitue un véritable marché. On peut le constater avec cette publicité internet pour une crème dépilatoire à destination des ados. Comme mon minou est tout doux, c'est mon trésor, mon bijou. D'ailleurs, ce qui est intéressant, ce sont les codes de la publicité qui ont fait en sorte que ce passage entre, dans les années 60, un peu moins 70, mais dans les années 60, de la ménagère, 50-60, c'était les codes de la publicité. On évoque souvent des Mad Men new-yorkais, dans les années 80-90, la femme beaucoup plus libérée, la femme comme objet de sexualité, et presque, c'est terrible ce que je vais dire, mais dans le code publicitaire, de consommation de la sexualité. C'est ça, mais pas que la publicité, cette inspiration-là est partie aussi du monde artistique. Et ça a été l'explosion de Madonna, ça a été la féminité qui a explosé dans ces années-là. Et je trouvais que ce documentaire est intéressant parce qu'on voit quand même la pression masculine chez les femmes, mais aussi la pression féminine, la pression qu'elles exercent sur elles-mêmes. Le porno est devenu l'imaginaire érotique banal et... avec les réseaux sociaux, on est un peu devenu, on a l'impression d'être un peu en vitrine. Voilà, une vitrine alors qui peut être flatteuse, mais un peu aseptisée quand même. Marcel, Culotté, Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. C'est pour, en écho d'ailleurs, à ce que vient de dire Marie-Ange. Ça a commencé avec un blog, cette bande dessinée, qui était dit sur le site du journal Le Monde d'ailleurs. Donc toutes les semaines, tout simplement, Pénélope Bagieux nous proposait le portrait d'une femme, connues ou pas connues, toutes ces femmes qui ont participé justement à cette libération, toutes ces femmes qui ont lutté pour l'égalité entre hommes et femmes. Alors ce qui est intéressant, je l'ai dit, c'est qu'il y en a des connues, Joséphine Baker, puis il y en a d'autres complètement inconnues. Grande figure féministe. Grande figure féministe, Baker, bien sûr, puis il y a une nageuse allemande qui a inventé le maillot de bain qu'on est aujourd'hui, par exemple. Donc il y en a plein d'autres. Ce qui est intéressant, c'est la diversité que nous proposent ces portraits. Alors, diversité sur plusieurs formes, géographiques, puisque les 5 continents sont abordés. On va aller en Angola, on va aller en Finlande, on va aller en Grèce, on va aller aux États-Unis, bien sûr. On va aller en Chine aussi. Diversité temporelle. On va dans l'Antiquité, on va dans le Moyen-Âge. Et beaucoup de combats se sont situés entre le 19e et le 20e siècle, bien sûr. Et surtout, diversité de profils et de conditions sociales. On va trouver des souveraines, des guerrières, des tenancières de bar, des exploratrices. Il y a tout ça dans ce bouquin. Et vraiment, ça... Aussi, un autre point commun, c'est que toutes ces femmes ne sont pas montrées comme des victimes, mais comme des combattantes qui ont vraiment lutté contre la société qui voulait vraiment les mettre, ne voulait pas que ça bouge. Ça, c'est aussi intéressant. Elles ont inspiré plein de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce bouquin. Je sais que tu l'as lu, Marie-Ange. Oui, voilà, aussi bien au niveau des textes que des dessins, il y a beaucoup d'humour. Alors, je ne suis pas un grand fan du dessin de Pénélope Bagieux, mais là, franchement, alors à la fin de chaque portrait, une double page qui représente cette femme. Et avec cette double page, elle résume parfaitement la vie de la nénette avec qui elle a parlé. C'est absolument fabuleux. C'est double page magnifique. Gros conseil. Gros conseil. Non, il faut. Voilà, c'est du féminisme, c'est militant, c'est pas du tout hargneux, c'est instructif et c'est très drôle. C'est à conseiller, franchement. Culotté de Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Et là, prenons de la distance. Oui, de la distance avec un entretien de l'historienne Michèle Perrault. Oui, dans l'excellente revue 21. Oui, un hors-série du magazine 21 qui est disponible en commande sur Internet. Alors, Michèle Perrault, j'allais dire Serrault, pas du tout. C'est une prof d'histoire qui, durant ses études et ses années d'enseignement, a pris conscience que les femmes étaient oubliées dans l'histoire. Et en 1974, elle a créé le groupe d'études féministes, alors un groupe mixte qui parlait de viol, d'avortement, de sujets assez sociétaux. Et ce que je trouve intéressant dans ce portrait, outre
l'engagement de cette personne et puis aussi le fait qu'elle souligne, on en parlait tout à l'heure, que le féminisme est encore un combat, c'est qu'elle pose le constat, ça va plaire à Caroline, d'un certain échec du féminisme. Elle dit « Sans doute nous manquons d'humour, nous nous agaçons d'une gauloiserie qui pourrait nous faire rire, d'une galanterie qu'on pourrait apprécier. » Alors elle souligne cette Caroline espèce... aurait très bien pu dire cette formule. Elle souligne cette espèce de rigidité intellectuelle qui a desservi la cause féministe. Marcel, le féminisme, collection La Petite Bibliothèque des Savoirs de Hussol et Mathieu aux éditions Le Lombard. Excellente petite collection Bibliothèque des Savoirs qui aborde tous les thèmes en bande dessinée. Mais voilà, c'est un ouvrage de vulgarisation sur le féminisme. Il y a toutes les notions, toutes les problématiques principales sur le féminisme qui sont abordées. C'est vraiment là aussi très instructif, c'est complet, c'est simple, c'est pédagogique. C'est assez marrant parce que chaque chapitre, bien sûr, aborde un thème. Et chaque chapitre est sous-titré par un slogan. Donc voilà, il y a du Simone de Beauvoir qui est cité. C'est assez rigolo, c'est vraiment bien fait et ça donne envie d'aller plus loin. Il y a une petite liste à la fin pour consulter d'autres ouvrages sur le féminisme. Et là aussi, il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans l'ouvrage que vous nous proposez. On voit d'ailleurs une planche à l'image. Comprendre le monde, les grands entretiens de la revue 21. Là aussi, c'est indispensable. C'est toujours en librairie. Un MOOC. Non, c'est pas en librairie, c'est sur Internet. Ah, c'est sur Internet, oui, celui-ci. On commande sur Internet. On commande sur Internet. Oui. Ça aurait pu être en librairie, mais ça aurait pu, mais non. Dommage. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir débriefé et d'avoir proposé vos ouvrages. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même heure. Ça se passe uniquement pendant le 20h.